J'ai envie de commencer par une question. Pourquoi? Pourquoi ces enfants qui sont nourris par sonde depuis la naissance n'arrivent pas à s'alimenter une fois que la réhabilitation chirurgicale ou médicale est faite? Au cours de cette première journée, cette matinée sera consacrée au témoignage de 3 mamans et de leurs enfants malades. Que ce soit une pneumopathie interstitielle, une cardiopathie ou encore une malformation digestive, ces 3 enfants n'ont en commun que leurs troubles alimentaires persistants. Ensemble, nous allons mettre en évidence que quelle que soit la maladie, l'alimentation par sonde, sur du long terme, sans prise en charge pluridisciplinaire, se transforme en un nouvel handicap. Après le déjeuner, 3 professionnels de santé, tous concernés face à ces troubles de l'oralité persistants sur leurs jeunes patients, nous parlerons chacun de leur investissement. Nous verrons ensemble le rôle primordial du gastropédiatre, l'importance de la présence d'une diététicienne, ainsi que la prise en charge de l'apprentissage oral par une orthophoniste. Notons bien que plus les soins sont précoces, moins les troubles seront persistants. Louane fut admise en août 2006 à l'hôpital Necker. La voici sous oxygène puisque sa maladie se caractérise par une inflammation des alvéoles pouvant aller jusqu'à une fibrose pulmonaire. À l'époque, il n'existait pas de traitement pour mon enfant. Aujourd'hui, il n'en existe toujours pas. La thérapie mise en place au cours de ses 3 premières années de vie fut la corticothérapie, l'oxygénothérapie et une nutrition artificielle par sonde de gastrostomie. C'est sur le sujet des troubles alimentaires de ma fille que je viens témoigner aujourd'hui. Je découvre les effets secondaires sur la nutrition entérale de ma fille. Tout d'abord, un refus total de l'alimentation orale, puis un refus de s'hydrater, des troubles digestifs tels que de la diarrhée, des nausées en milieu et en fin de bolus, des douleurs abdominales. Tout cela conduit bien sûr à des pleurs et des troubles du sommeil, pendant la sieste, y compris pendant la nuit. Les effets secondaires sur la nutrition entérale se répercutent également sur notre famille. En tant que maman, je tiens un rôle quasi infirmier. Je me sens esclave de ce mode d'alimentation qui se déroule la journée comme la nuit. Je me sens coupable face à la souffrance de mon enfant, limite un parent maltraitant face à ce gavage quotidien. Je suis angoissée en cas de régurgitation, surtout la nuit, lorsque ma fille dort. Et si elle ne dort pas, naturellement, j'accumule rapidement un manque de sommeil. Je ressens une sensation d'isolement et je suis vite dépassée par la situation. Chez Adrien, les troubles de l'oralité se manifestent de plusieurs manières. Tout d'abord, un refus fréquent de manger par la bouche, une impossibilité pour lui d'approcher la sphère orale avec ne serait-ce qu'une cuillère, sachant que la vue d'une cuillère engendrait automatiquement un haut le cœur chez lui. La bouche était tout le temps verrouillée, donc même pour sourire, à cause des nombreux vomissements, il n'osait pas ouvrir la bouche, donc toute la journée, il avait la bouche complètement fermée, mais vraiment complètement fermée. Jusqu'à 20 mois, on avait une absence de babillage qui a été améliorée dès l'introduction de la nourriture mixée, mais qui a ensuite dégringolé suite au dépistage d'autisme qui a été fait et qui a confirmé qu'il avait en plus de tout cela un trouble TSA sévère non verbal, donc ce qui complique aussi tout le travail qui est effectué autour de l'oralité. Pour revenir à la nutrition entérale par le lait, avec le lait, les fausses routes étaient fréquentes, c'est-à-dire que même s'il était nourri en entéral par la pompe, quand ça remontait, parce qu'il vomissait une dizaine de fois par 24 heures, y compris la nuit, quand ça remontait, ça lui causait des fausses routes en fait, par le chemin inverse que lorsqu'il était nourri par la bouche en fait, lorsqu'on essayait de le nourrir par la bouche. Donc ça remontait et ça lui causait une grosse toux et voilà, un étouffement en fait.
Il y avait aussi aucun aliment et aucun objet porté à la bouche également. Donc ça, on voyait qu'il n'avait pas du tout envie d'explorer la sphère orale, ne serait-ce qu'avec des jouets, alors que les enfants, des tout bébés, c'est comme ça qu'ils apprennent à connaître en fait, à manipuler des objets et à sentir les textures, tout ça. Donc ça, il le faisait pas. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nos vies ne sont pas un fleuve tranquille. Nous connaissons les galères, les hôpitaux mieux que personne. Les allers-retours aux urgences font partie de notre quotidien. La maladie de ce petit être fragile qui est toute notre vie nous enferme et nous isole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de notre parcours avec Elliot, de son problème de santé. Vous détaillez ses premiers jours de vie, puis ses longs mois d'hospitalisation qui nous ont amenés directement vers une alimentation par sonde. Je vais également vous parler de gavage, des vomissements intempestifs qui sont ou ont été notre quotidien pendant longtemps. Enfin, je vous parlerai de son retour à l'alimentation par de petites choses du quotidien. Il y a 2 méthodes pour effectuer un sevrage de la nutrition entérale. Le sevrage progressif ou le sevrage brutal, avec un arrêt brutal de la nutrition dont le but de provoquer une sensation de faim importante. Quoi qu'il en soit, le choix de la méthode ne doit être fait qu'en fonction de certains paramètres. Il est indispensable que ce choix soit fait en fonction de la pathologie de l'enfant. Il doit être absolument adapté à son état clinique et nutritionnel et on ne fera pas un sevrage de la même façon nécessairement sur un enfant qui est atteint d'une cardiopathie, d'une pathologie respiratoire, d'une pathologie digestive ou neurologique. Il nécessite un travail très important en amont de l'oralité, car une tentative de sevrage sur un enfant n'ayant pas du tout les capacités orales et sensorielles sera vouée à l'échec. Aussi, il est préférable que ce sevrage soit accompagné par une orthophoniste ou une psychomotricienne, ou les deux, pour favoriser ce travail sur l'oralité. Un accompagnement psychologique est également une aide, d'autant plus si la durée de la nutrition entérale est ancienne. L'enfant s'est développé avec cette nutrition qui fait partie de sa vie et le sevrage peut être vécu comme une perte ou une rupture. Cela peut être aussi vécu comme très angoissant pour l'enfant et ou sa famille, même si le désir de sevrage est très important. Un suivi diététique est également indispensable afin de pouvoir adapter les apports et ceci afin d'éviter des pertes de poids importantes et d'éviter les conséquences nutritionnelles. Ceci va avec le dernier point qui reste très important, qui est le suivi médical, car il y a un risque de perte de poids important et de conséquences nutritionnelles à plus ou moins court, moyen et long terme. Et donc ce suivi médical doit être absolument prolongé. Diapo principale source d'énergie. Les apports recommandés se décomposent en protides, en lipides et en glucides, et également donc pour les glucides, des glucides complexes et des glucides simples. Cette diapo montre les besoins, la différence des besoins entre ceux de l'adulte et ceux de l'enfant. Et les principales différences vont se situer au niveau des protéines, puisque chez l'adulte c'est 12% de l'apport énergétique total, alors que chez l'enfant ce n'est que 6%. Également les lipides, 40% chez l'enfant et 37% chez l'adulte. Donc ça aura des implications directes sur l'alimentation, à savoir les aliments sources de protéines comme les viandes, poissons, œufs et les produits laitiers seront en quantité moins importante chez l'enfant, et en particulier chez le petit enfant, que chez l'adulte. Diapo des principaux apports recommandés. Cette diapo montre comment calculer les apports journaliers en théorie pour permettre d'assurer les besoins en énergie.
et également en eau. Et il faut bien voir que ce sont des besoins par kilo de poids idéal, contrairement aux apports en minéraux qui sont en absolu. Et là, j'ai choisi de vous donner le calcium et le fer, qui sont les principaux apports en pédiatrie. Ceci montre également que les besoins sont très importants dans la première année de vie et vont ralentir entre la première et la troisième année. Donc, malgré tout, ce sont des enfants, enfin, la plupart des enfants dont je m'occupe pour la nutrition, le sevrage de la nutrition entérale, sont des enfants neurologiquement sains. Les enfants qui ont une pathologie au niveau des poumons, digestifs, comme la l'atrésie de l'œsophage, comme l'omphalocèle, comme la paroschisis. Enfin, moi, j'ai énormément vu d'enfants avec ce type de pathologie. Leur cerveau est normal, il se développe comme les autres, sauf qu'il se développe avec un énorme déficit qui est la bouche et toutes les expériences sensorimotrices autour de la nourriture. Voilà. Alors, il y a autre chose qui vient se greffer aux difficultés de ces enfants qui sont sous nutrition entérale depuis la naissance, c'est les troubles liés au forçage alimentaire. Alors, loin de là l'idée de jeter la pierre aux parents, parce que quoi de plus légitime quand on est un parent que de vouloir que son enfant mange par la bouche? Il n'y a rien de plus légitime. Et les parents, à la sortie de l'hôpital, ils essaient tous, et ils ont raison, c'est normal. Sauf que comme ils ne sont pas conseillés par des gens qui connaissent un peu le problème, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les parents? Mais ils essaient une cuillerée. Ah, ben, il a pris 2, 3, 4, et finalement, ils n'arrêtent que quand l'enfant les repousse. Mais c'est trop tard. On est déjà dans du forcing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, s'il peut accepter une cuillerée dans la bouche, eh bien aujourd'hui, il va en accepter une, on reste là, et demain, peut-être qu'on va essayer 2 cuillerées. Mais pas essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il repousse. Voilà. Ça, c'est un conseil élémentaire qu'on devrait donner à tous les parents qui rentrent chez eux avec l'enfant. Mais malheureusement, ça n'est pas fait. Il est véritablement urgent d'intervenir au plus vite. Yael l'a dit ce matin. Au plus vite, plus l'enfant est petit et plus le sevrage va se faire facilement. D'autant plus que cette sonde est absolument inutile et ne sert plus à rien. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, tout le temps qu'on va perdre à faire des choses diverses et variées, mais qui ne vont pas au creux du problème, ça va être des pertes de temps, mais monstrueuses. Voilà. Et ce déficit qui se creuse entre le développement du schéma moteur, du schéma corporel et le développement du cerveau, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, il y a vraiment urgence d'agir, et vite et bien. Alors, comment on va aider les familles? Comment on va aider les enfants? Premièrement, la désensibilisation. Deuxièmement, le travail sur l'oralité, ça va ensemble. Et puis, il faut analyser cette nutrition entérale. Quand est-ce qu'il faut passer cette nutrition entérale? Le jour, la nuit? On va peser le pour et le contre. Quel débit? Bolus, c'est-à-dire très rapide, ou bien pompe? On va peser le pour et le contre. Et puis, il y a la question de l'hydratation quand même. Quand et comment hydrater? Les médecins nous écoutent mais ne nous entendent pas. Je répète, car c'est important cette différence. Ce sont des bons médecins, mais s'ils nous écoutaient et nous entendaient, ce seraient d'excellents médecins. Les parents ne pensent pas calories. Ce sont les médecins qui nous stressent en nous formatant calories, prise de poids, balance.
Merci à tous de votre participation et de votre présence en ce premier colloque de la main à la bouche. Et un grand merci à vous, mamans, parents, soignants, que vous soyez médecins ou paramédicaux, d'être là pour nos enfants. Car c'est ensemble que nous nous motivons et c'est également ensemble que nous trouverons des solutions. Bon retour et à l'année prochaine pour un second volet de la main à la bouche avec davantage de participants. N'hésitez pas à parler de nous. Un grand merci au Centre hospitalier intercommunal de Créteil de nous avoir accueillis lors de ce premier colloque de la main à la bouche. Merci à Jean-Baptiste Boudin-Letienne, directeur de la communication, et à Sandrine Dubu pour la coordination avant notre arrivée sur le site. Merci au professeur Ralph Epo et à toi, Marianne, pour ce trio d'enfer que nous formons avec Sandra depuis 9 ans déjà. Merci à Johanna et à Laurent pour leur savoir-faire dans l'élaboration de notre magnifique affiche. Merci à Éléonore et à Linda pour leur courageux combat et d'avoir accepté de témoigner à mes côtés sans hésiter. Merci au docteur Karine Garcet, notre gastro-entérologue, à Catherine Bourron, notre diététicienne, et à Catherine Sénez, notre orthophoniste, pour leur talent, pour leur expérience, pour leur topo, et de nous avoir permis tous ces riches échanges avec les parents aujourd'hui. Merci à Janine et à Vanessa de leur soutien et de m'avoir dit oui dans ce rôle de modérateur. Merci à Hélène pour notre reportage photo. Merci à nos 3 bénévoles, Cécile, Virginie et Sylvie. Merci à tous les parents AFPI, à notre comité scientifique et à vous, généreux donateurs. À toutes celles et ceux qui nous accompagnent depuis 2012 dans l'élaboration de nos projets, car sans vous, rien ne serait possible.